Bonsoir à tous, dans Bouge la France ce soir et pendant une demi-heure, un seul grand débat sur la réforme de la Constitution. Ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle et ce sera la dernière. D'ici le 21 juillet, on va voir beaucoup de choses se passer, à la fois sur le plan politique et puis sur le fond même de cette réforme. On va essayer de vous expliquer tout ça avec Anne Levade, qui est constitutionnaliste et membre de la commission Balladur, avec Jean-René Le Serre, qui est sénateur UMP du Nord, et Bernard Frimat, qui est sénateur PS du Nord. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Tout de suite le journal avec Sonia Mabrouk. Excellente soirée et bonsoir Sonia. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La France rejette les pressions de Pékin. C'est la réponse de Bernard Kouchner, l'ambassadeur de Chine, qui avait mis en garde contre une éventuelle rencontre entre Nicolas Sarkozy et le Dalai Lama, attendue en France le 12 et le 13 août, une rencontre qui divise au sein même de la majorité. On écoute Jean-Pierre Raffarin, qui était l'invité tout à l'heure de Michel Grossior dans l'émission Face à nous. Je demande mon avis. Je pense que ce n'est pas au président de la République de le recevoir. Je pense qu'une autre personnalité peut-être peut le recevoir. Et j'attends du chef de l'État de mon pays qu'il se comporte en homme d'État et pas en président d'association. Nicolas Sarkozy, qui sera demain à Strasbourg devant le Parlement européen. Son intervention sera d'ailleurs retransmise en direct à partir de 9h45 sur Public Sénat. Matignon et Bercy sont engagés dans le difficile exercice d'équilibre budgétaire. Le Premier ministre François Fillon fixe à au moins 30 000, dont 13 500 dans l'éducation nationale, les postes de fonctionnaires qui ne seront pas remplacés en 2009. L'objectif est de parvenir à l'équilibre budgétaire en 2012. Sur ce point, la commission des finances du Sénat est moins optimiste. Lise Pressac. L'équilibre budgétaire en 2012, Philippe Marini n'y croit pas. Le déficit actuel de 50 milliards d'euros risque bien de s'accroître d'ici là. Alors supprimer 30 000 postes de fonctionnaires, d'accord, mais l'économie pour l'État reste mince, entre 500 millions et 1 milliard d'euros. C'est pas une goutte d'eau, mais c'est vrai que par rapport aux 65 milliards d'euros qu'il va falloir rattraper pour être à l'équilibre en 2012, c'est pas beaucoup. Mais pour autant, faut-il ne rien faire ou faut-il s'encrouter dans les habitudes existantes qui nous ont menés où nous sommes? Sûrement pas. Moins 11 200 postes à l'éducation nationale à la rentrée 2008, moins 13 500 en 2009. À gauche, on s'étonne d'une coupe budgétaire en contradiction avec les ambitions affichées. Quand le ministère dit qu'il a la prétention de mettre en œuvre une autre politique de soutien, travail en équipe, suivi individualisé des élèves, mise en place de la semaine de 4 jours avec des heures de rattrapage, franchement, qui peut croire ça à partir du moment où, au même moment, on supprime les enseignants? Et pourtant, des postes de fonctionnaires, il faudra continuer à en supprimer, selon Philippe Marini, pendant une bonne dizaine d'années pour que l'économie soit conséquente. Martin Hirsch s'efforce d'obtenir un consensus sur le financement du revenu de solidarité active. Il a organisé aujourd'hui une conférence de concertation avec les associations et les élus locaux. La réunion vise à couper l'herbe sous le pied aux adversaires du RSA qui le jugent trop coûteux, et ce au sein même de la majorité. Delphine Gérard. Cumuler revenus du travail et de solidarité pour ne pas perdre d'argent quand on retrouve un emploi, c'est le principe du RSA, le revenu de solidarité active. Déjà expérimenté dans 34 départements, il devrait être généralisé à partir du 1er juin 2009. Pour les associations, le RSA ne doit pas empêcher de bénéficier de la CMU. Elles demandent aussi que le montant du RSA ne varie pas en fonction des départements et qu'il s'adresse aux 18-25 ans. Les jeunes, on a l'impression que c'est toujours les laissés pour compte. Et en plus de cela, le Secours populaire reçoit de plus en plus de jeunes de 18-25 ans qui viennent demander de l'aide. Autre pierre d'achoppement, le financement du RSA. Son coût est estimé à 3 milliards d'euros. La prime pour l'emploi sera recentrée pour les personnes les plus en difficulté, mais cela ne suffira pas. Il faut donc trouver d'autres ressources. Il va falloir, si l'on veut faire vivre ce dispositif, redéployer les moyens mis à la disposition des administrations d'État. Peut-être pourrait-on revenir sur les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires et passer de 1,6 SMIC à 1,5. La piste envisagée par Martin Hirsch pour financer ce dispositif, faire des économies sur les droits des RMistes bénéficiant du RSA, entre autres plus d'exonération de taxes d'habitation et de redevances et suppression de la prime de Noël.
Les sénateurs écornent la mesure phare du projet de loi de modernisation de l'économie. La Haute Assemblée examinait hier soir l'assouplissement des conditions d'implantation des grandes surfaces. Une séance mouvementée et difficile pour le gouvernement. Les sénateurs ont remanié le texte initial. Ils ont posé un garde-fou face aux grandes surfaces pour les élus des communes de plus de 15 000 habitants. Retour sur cette longue nuit avec Fabrice Cunet. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes venu pour écouter le Sénat ou pour nous imposer un texte? Luc Châtel, forcé de revoir sa copie au Sénat, déjà profondément aménagée par les députés. Son projet visant à faciliter l'implantation de grandes surfaces a également été modifié dans la nuit de mardi à mercredi par la Haute Assemblée. C'est le jeu de la navette parlementaire. Fataliste, le ministre en début de séance est chahuté ensuite par les sénateurs de l'opposition comme de la majorité. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où le risque majeur pour l'équilibre commercial, c'est le développement du hard discount en France. Ça montre qu'il y a une vraie incompréhension par rapport à ce texte qui arrive de l'Assemblée nationale, qui visiblement a été un texte concocté à la va-vite, sans que les députés ne mesurent vraiment l'impact de leurs décisions. Alors quand je dis les députés, c'est sans doute aussi le gouvernement. Le texte initial prévoyait la libre installation de magasins en dessous de 1000 mètres carrés. Les députés avaient déjà mis des garde-fous. Les sénateurs donnent la possibilité aux maires de communes de moins de 20 000 habitants de contrôler ces installations à travers le schéma de cohérence territoriale. Sur le schéma de cohérence territoriale, c'est une grande pierre qui a été posée parce que c'est une manière d'aborder le territoire. Les élus ont cette responsabilité de prévoir l'avenir du territoire et son équilibre. Une pierre dans le jardin des élus locaux, mais un nouveau revers pour le gouvernement, contraint de reculer sur son texte. Tout peut encore se jouer lors de la commission mixte paritaire réunissant 7 sénateurs et 7 députés le 17 juillet prochain. Et toujours au Sénat, le groupe socialiste demande la création d'une commission d'enquête sur les liens existants entre le pouvoir exécutif et des entreprises gérantes des organes de presse. On écoute sur ce sujet le sénateur du Loiret, Jean-Pierre Sueur, au micro de Flora Sauvage. Il n'y a de démocratie que si les médias et la presse sont indépendants. Sont-ils indépendants quand ils sont détenus par des organes économiques qui, pour une part non négligeable, vivent de commandes publiques et quand il y a autant de liens évidents et manifestes? C'est une vraie question. Et lorsque nous demandons une commission d'enquête pour regarder la réalité, pour faire des propositions, pour garantir l'indépendance et le pluralisme de la presse, nous mettons l'accent sur un problème qui est très important, un des principaux problèmes qui se posent à notre République et à notre démocratie aujourd'hui. Jacques Chirac a reçu cet après-midi dans ses bureaux parisiens l'ex-otage franco-colombienne Ingrid Betancourt qui était invitée juste avant à l'Assemblée nationale. Vous avez créé l'unanimité du cœur et de l'esprit parmi les Français, lui a dit l'ancien président. Voilà, vous les voyez tous les deux sur cette image. Voilà. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Pierre Sled, on bouge la France. Notre grande série sur la réforme de la Ve République se poursuit sur le plateau de Bouge la France. Après des débats sur le rôle du Sénat, la place du chef de l'État, après les polémiques sur le 49.3 et sur l'entrée de la Turquie, Pierre Sled pose une question cruciale ce soir. Un compromis est-il possible entre la gauche, la droite et le centre pour que le projet du président soit finalement voté à Versailles? Réponse tout de suite avec 2 ténors du Sénat, le socialiste Bernard Frimat et son collègue UMP Jean-René Le Serre. Le débat sera arbitré par Anne Levade, professeure de droit constitutionnel et ancien membre du comité Balladur, l'inspirateur de cette réforme. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Anne. C'est vrai qu'il y a pas mal de divisions entre le Sénat, entre l'Assemblée, on l'a vu, entre l'opposition, entre la majorité. J'allais même dire à l'intérieur même de la majorité. On va avoir le temps de détailler ça d'ici le 21 juillet, bien sûr, où sera voté au Congrès au 3/5 pour qu'elle passe cette loi. Avant, et pour les téléspectateurs, avant de rentrer dans le détail de ce qui départage actuellement l'opposition et la majorité, je pense qu'on va faire un petit peu de pédagogie, et vous êtes bien placé pour en faire, Anne. C'est d'expliquer dans quelle situation on est. On est passé en première lecture, l'Assemblée, le Sénat, là on est en deuxième lecture. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qui va nous emmener jusqu'au 21, jusqu'au Congrès?
Alors ça signifie, et les délais sont relativement courts d'ici le 21, ça signifie que pour pouvoir être présenté au Congrès, il faut que le texte soit approuvé par les deux assemblées dans les mêmes termes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se mettent d'accord, sauf qu'évidemment chaque assemblée examine le texte l'une après l'autre. Donc la première lecture a abouti, je dirais pas à un désaccord, simplement à deux versions différentes du texte. Oui, il y a sur quelques points quand même. Non, mais je dis volontairement pas un désaccord parce que je crois que c'est normal que chaque assemblée mette sa patte en quelque sorte sur le texte. Là, on est rentré dans une phase qui, si l'on souhaite que la réforme aboutisse, doit être une phase de conciliation. C'est-à-dire que l'Assemblée réexamine le texte sur la base donc des deux premières versions qui ont été faites, la toute première par elle et la deuxième par le Sénat, en identifiant des points d'accord ou encore de désaccord. Puis ensuite, le texte sera à nouveau transmis au Sénat pour acceptation ou refus. Et si les deux assemblées se mettent d'accord, le 21, en principe, le texte est présenté devant tous les parlementaires en Congrès. Et si les deux assemblées ne se mettent pas d'accord ? Alors si les assemblées ne se mettent pas d'accord, après il y a un choix politique à faire des initiateurs de la réforme, c'est-à-dire de l'exécutif, puisque c'est un projet de loi constitutionnelle, de deux choses l'une. Soit ils veulent faire durer la discussion, puisqu'il n'y a pas de limite dans le temps en matière de révision constitutionnelle, donc on peut avoir 3, 4, 5, 10 lectures. C'est peu probable parce que c'est pas très raisonnable et pas très sain sur le plan de la discussion même du texte. Ou tout simplement, il y a aussi la possibilité de renoncer à convoquer le Congrès. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez, Bernard Frimat, qu'on va arriver à un consensus ? Pour l'instant, aujourd'hui, le consensus, il se fait au sein de l'UMP. Nous sommes étrangers à ce débat. C'est un débat entre l'UMP et l'UMP. Ouais, enfin, hier, le Bureau national a dit qu'il allait, et a confirmé donc que les socialistes allaient voter contre. Vous n'êtes pas quand même absent de ce débat, vous avez une position claire. Bien sûr, nous avons une position très claire. Le Bureau national a décidé à l'unanimité que nous allons voter contre ce texte, qu'il ne nous semble pas répondre au souci de démocratisation des institutions. Puisque pour nous, le concept de modernisation est toujours un concept flou. Mais démocratie, ça veut dire quelque chose. Or, nous estimons que les institutions qui sortiront de cette révision ne sont pas démocratiques. En premier lieu, le Sénat, puisque dans aucune démocratie, il existe une chambre où l'alternance est impossible. En l'état, le PS va voter contre. Est-ce que vous êtes sûr qu'il ne manquera aucune voix au PS, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée ? Écoutez, au Sénat, ce que j'ai vu de mes collègues, tous sont décidés à voter contre. Au niveau de l'Assemblée, je sais que le gouvernement fait beaucoup d'efforts de débauchage individuel, peut-être quelquefois sur fond de découpage de circonscriptions, mais je pense que tout ça est vain et c'est surtout une très mauvaise méthode. Jean-René Le Cerf, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'en ce moment vous êtes en train de prendre langue, sans jeu de mots, avec certains socialistes pour essayer de les amadouer, faire au moins qu'ils ne votent pas contre, qu'ils s'abstiennent ? Je crois que ce serait déjà pas mal. Vous savez, effectivement, l'UMP n'a pas les 3/5 des membres composant le Congrès, donc il va de soi que l'accord peut pas être un accord intra-UMP, ou alors la révision, elle est déjà morte aujourd'hui. Si tant est que tous les UMP votent. Bien sûr, ce qui ne sera pas le cas. Je peux déjà vous le dire, c'est pas un scoop, qu'il y a certains membres de l'UMP qui ne voteront pas la réforme parce qu'ils sont très attachés au texte d'origine de la Ve République. Donc d'une part, il y a bien sûr nos collègues socialistes, mais il y a aussi les centristes, il y a aussi les radicaux, il y a aussi les non-inscrits. Il y a aujourd'hui un effort qui est fait par le gouvernement, c'est indiscutable, pour tenter d'avoir une majorité des 3/5 pour une révision constitutionnelle qui n'est pas la panacée, mais qui, à mon avis, marque quand même un progrès très net par rapport aux institutions actuelles. Alors j'imagine qu'on fait quand même les comptes, même à l'intérieur de votre propre camp. Vous dites qu'il y a des UMP qui voteront pas, tout le monde le sait, mais il y en a combien à peu près ? Oh, je ne peux pas me lancer dans les pronostics, mais... c'est de l'ordre de 5 ou 6 ou de 20 ou 30 ? C'est certainement de l'ordre de 20 ou 30 si on cumule Assemblée nationale et Sénat. Si on prend d'ailleurs ce qui s'est passé lors du vote en première lecture, on retrouve à peu près ces chiffres-là. Moi, je pense qu'il y aura aussi des collègues de gauche qui se détermineront en fonction de ce qu'ils pensent être une avancée, même si cette avancée ne leur paraît pas correspondre à ce qu'ils avaient souhaité initialement. Vous savez, la politique, c'est l'art du possible. Il n'était pas évident pour le gouvernement d'arriver à concilier cette majorité des 3/5. Moi, j'ai vu des membres de mon groupe qui étaient tout à fait vent debout parce que la réforme allait beaucoup trop loin, des membres de mon groupe vent debout parce qu'elle n'allait pas suffisamment loin, et moi-même, j'ai été très souvent en désaccord avec le groupe UMP dans la discussion parlementaire. Pourtant, je voterai parce que j'estime que c'est, comme disait Monsieur Marchais, globalement positif. Et pour revenir à ce relation avec les socialistes, alors je sais qu'à l'intérieur de l'UMP, vous l'avez dit, ce sera pas facile pour avoir tout
tout le monde. Mais en ce moment, est-ce que vous êtes en train effectivement, comme le disait Bernard Friedman, d'essayer de convaincre, voire de soudoyer certains socialistes? Écoutez, je pense qu'on n'en est plus à l'époque de dire on va vous arranger votre découpage de circonscription si vous votez pour nous. Ça, c'est une image qui n'existe plus depuis longtemps et heureusement. Donc non, on n'en est pas à débaucher, on n'en est pas à soudoyer. Comment ça se passe la négociation moderne? Ça se passe comment la négociation aujourd'hui, puisqu'on ne soudoie plus les gens? La négociation moderne, ça consiste à dire vous avez effectivement un texte, vous êtes des parlementaires, vous avez un texte devant vous qui augmente les pouvoirs du Parlement, qui va permettre, par exemple, de faire en sorte que la discussion s'ouvre sur les travaux de la Commission et non plus sur le projet de loi initial, qui va limiter l'exercice de 49.3 comme ne le voulait pas le Sénat, comme la gauche le souhaitait et comme je le souhaitais, qui va donner des pouvoirs nouveaux aux citoyens, notamment la possibilité de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, la possibilité de plaider l'inconstitutionnalité d'une loi déjà promulguée. On va dire tout ça, c'est des progrès. Est-ce que réellement vous pourrez, devant vos concitoyens, dire on a refusé cette avancée parce que l'avancée n'était pas suffisante? Bref, si vous avez une 2 chevaux, que vous avez envie d'une Ferrari et qu'on vous offre une Laguna, est-ce que vous prenez la Laguna ou est-ce que vous la prenez pas, quoi? Bernard Friedman, vous prendriez une Laguna, vous? Moi, ce que je souhaite, c'est surtout ne pas aller dans le mur. Alors, j'ai l'impression qu'avec la voiture que propose Jean-René Le Cerf, on va droit dans le mur, puisque c'est essentiellement un renforcement des droits de la majorité parlementaire. Et ça n'est acceptable que si l'alternance est possible. Or, nous avons eu un débat qui était intéressant et je pense de qualité au Sénat. Et quand on voit ce qui sort de ce compromis UMP-UMP, en regardant les travaux de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, on s'aperçoit que finalement, je dirais, les points qui avaient fait consensus au Sénat disparaissent pratiquement en totalité. La majorité UMP du Sénat a sauvé le collège électoral, son mode de reproduction, et contre cela, a lâché toute une série de progrès. Donc nous sommes vraiment dans un système qui est bloqué. Vous savez, c'est facile à dire, c'est facile à expliquer. Les gens ont quand même bien compris que la majorité des régions, 20/22, est de gauche. La majorité des départements, 60%, est de gauche. La majorité des villes, de plus de 10 000, voire de plus de 3 500, est de gauche. Donc, on a les 3 catégories de collectivités territoriales. Le peuple s'est exprimé, il a une majorité de gauche. Et on dit non. Le Sénat qui représente tous ces gens-là, lui, il reste de droite. Il est de droite pour l'éternité. Et surtout, on ne change rien. Nous sommes très en deçà de ce que proposait le comité Balladur. Le comité Balladur proposait en fonction de la population. Mais ça, c'est très dangereux pour les sénateurs. Parce que vous comprenez, on ne pourra plus aller faire le clientélisme auprès des petits maires, arranger un certain nombre d'affaires. Et je dirais, il y a un déni. Vous ne savez pas faire de clientélisme auprès des petits maires. Il y a un déni de démocratie. Non, moi pas. Il y a un déni de démocratie, je vous le laisse. Il y a un déni de démocratie. Et c'est ce déni de démocratie qui, pour nous, est la faute originelle de cette révision. Et si je me permets d'ajouter quelque chose, on assiste finalement à la victoire d'un camp sur un autre. Et c'est pour moi une extraordinaire occasion de gâcher, parce que je pense qu'on peut faire un certain nombre de progrès ensemble. Mais là où il n'y a pas démocratie, il ne peut pas y avoir modernisation des institutions. Alors vous avez fait la transition sur les premiers points qu'on voulait aborder, donc le scrutin sénatorial. C'est vrai que finalement, en gros, apparemment rien ne sera changé par rapport à ce que vous aviez proposé. Qu'est-ce que proposait la commission Balladur? Alors, ce que proposait la commission Balladur, c'est effectivement de lever un verrou en réalité. Parce que d'abord, je crois qu'il faut être clair, ça n'est pas la Constitution qui prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles les sénateurs ou les députés sont élus. Voilà, c'est législatif et c'est vrai que ça peut être modifié par voie législative. Simplement, on a 2 chambres. Oui, c'est verrouillé. Absolument, non, mais je vais y venir. On a 2 chambres avec 2 représentativités différentes. L'une représente la population, c'est l'Assemblée nationale, l'autre représente les collectivités. Et derrière cette affirmation, on a une réalité qui correspond à nos collectivités, c'est qu'on a beaucoup de petites communes en France et que effectivement, ce qu'avait proposé le comité Balladur, c'était de moduler en quelque sorte ou d'intégrer la donnée de la population, tout simplement pour qu'il n'y ait pas une surreprésentation des petites communes par rapport aux grandes villes et aux autres collectivités. Est-ce qui est le cas? Est-ce qui visiblement le sera? Jean-René Le Cerf, qu'est-ce que vous avez comme argument? Parce que on sait bien que le Sénat est représenté
Et c'est vrai de façon très favorable pour la droite, grâce à ce que vient de décrire Anne Levade. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'il faut changer les choses? Est-ce qu'on peut changer les choses? Bien sûr qu'on peut changer les choses. Il y a d'ailleurs plusieurs éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est que le Sénat, même en la situation actuelle, n'est pas éternellement à droite. Si les élections à venir sont des élections aussi calamiteuses pour mes amis qui ont été les précédentes, le Sénat basculera effectivement naturellement à gauche. Pas à la rentrée quand même. Pas à la rentrée, mais dans 3 ans. Et puis, je fais observer que des gens comme Bernard Frimat et moi-même, nous avons été élus en 2001. Donc, nous avons été élus, et c'était parce que la durée de notre mandat le prévoyait, par des conseils municipaux, des conseils régionaux, des conseils généraux qui aujourd'hui n'existent plus, qui aujourd'hui ont été remplacés. Nous n'en sommes pas moins légitimes pour autant. Donc, au Sénat, il y a toujours cette période de décalage entre le vote, d'une part, et la traduction de ce vote au plan de la représentation parlementaire, d'autre part. Pour le reste, ce qui nous choquait, ce qui nous déplaisait dans le rapport Balladur, pour dire les choses clairement, c'était effectivement qu'il était prévu que la représentation se ferait en fonction de la population. Or, nous ne voulions pas que la représentation du Sénat soit exclusivement dictée par un souci démographique, au risque que le Sénat devienne une sorte de clone de l'Assemblée nationale. En revanche, moi je suis extrêmement ouvert, et beaucoup de gens de l'UMP sont parfaitement ouverts à une évolution du collège électoral sénatorial. D'ailleurs, ce qui avait été proposé en son temps par des collègues comme de Rincourt, comme Gélard, comme Yest, qui proposait par exemple que ce soit à partir de 700 personnes qu'il y ait un grand électeur supplémentaire, que ce soit à partir de 9000 habitants. Alors, ce sont de bonnes idées, mais enfin là, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que c'est pas constitutionnel. Mais qui vous dit qu'il n'y aura pas demain une loi qui sera une loi électorale sur la modification de ce collège électoral? Là, je suis obligé quand même de réagir. C'est que la raison pour laquelle le comité avait proposé de lever ce verrou, c'est qu'il y a eu une décision du Conseil constitutionnel sur une loi qui tentait de lever le verrou, et que le Conseil constitutionnel dit en l'état actuel des choses, on ne peut pas intégrer la donnée démographique. En revanche, l'idée d'ouvrir en quelque sorte la possibilité, c'était ensuite de permettre, dans des conditions qui auraient été discutées évidemment par les parlementaires, puisqu'il fallait une loi ordinaire, d'offrir en quelque sorte cette possibilité. Donc il ne s'agissait pas du tout d'inscrire dans la Constitution le détail des règles électorales prenant en compte des éléments démographiques. Il ne s'agissait pas non plus, parce qu'on continuait à affirmer que le Sénat représente bien les collectivités, de doublonner l'Assemblée, parce que ça n'aurait aucun sens, et ce serait contraire au bicamérisme. En revanche, on ne peut pas dire que demain, si la disposition n'est pas votée, on pourra par voie législative, etc. Il faudra une autre révision un jour pour ouvrir cette possibilité-là, et on peut après compter sur la modification des équilibres politiques. Ça, je suis d'accord avec vous. Je ne partage pas cette opinion, et j'ai interrogé certains de vos collègues lorsqu'il y avait des auditions effectivement sur le texte, en leur demandant, en l'état actuel de la Constitution, est-il possible de faire évoluer le collège électoral sénatorial? Leur réponse, pour l'essentiel, elle a été positive, et elle a consisté à dire qu'en 2000, il y a eu une sorte de péché de gourmandise de la gauche. Si on en était resté en 2000 à la proposition qui était la proposition gouvernementale, êtes-vous sûr que le Conseil constitutionnel aurait censuré? Personnellement, je n'en suis pas certain. Et qui vous dit que demain, dans la deuxième analyse qui sera faite, la deuxième lecture qui sera faite, il ne pourra pas y avoir aussi une évolution sur ce point qui n'ira pas jusqu'à ce que les sénateurs soient élus en fonction de la population, mais peut-être simplement en tenant compte. En en tenant compte, cela veut dire que l'élément population est un élément extrêmement important, mais que les territoires, ça existe aussi. On ne peut pas les nier totalement. Oui, nous avions repris, et nous reprendrons en amendement la formulation du comité Balladur en fonction de la population, parce qu'en fonction de la population, ça ne veut pas dire forcément une traduction mathématique. Oui, c'est assez flou, on va dire, comme concept. Mais je pense que, si vous voulez, l'UMP cherche en l'espèce, avec beaucoup de talent, quand c'est Jean-René Le Cerf, des prétextes. Ils ont, je dirais, signé les aveux. En commission des lois, ils ont fait une première mouture qui consistait à reprendre les termes mêmes de la décision du Conseil constitutionnel, celle à laquelle vous faisiez allusion, Anne Levade. Et puis comme c'était quand même trop gros, ils se sont contentés de dire « maintenons de manière implicite le texte actuel et la jurisprudence constitutionnelle qui va avec ». Donc les possibilités de changer sont excessivement hypothétiques. Pour changer, il faudrait une révision. Et sur la révision constitutionnelle par le Congrès, le Sénat dispose d'un droit de veto. Donc vous êtes dans quelque chose qui est parfaitement bloqué. Le Sénat, bloqué à droite, dispose d'un droit de veto sur la révision constitutionnelle quand
l'Assemblée nationale est de gauche, ou alors il faudrait gagner dans de telles proportions les législatives. Donc, ce droit de veto du Sénat est complètement aujourd'hui dépassé dans une assemblée. Vous ne croyez pas non plus à la possibilité de faire une loi spécialement pour ça? Je n'en sais rien. La seule chose que j'ai de sûr aujourd'hui, c'est la décision du Conseil constitutionnel qui a montré des limites. Nous avons proposé, Jean-Pierre Bel était venu, je crois, dans votre émission, nous avons proposé une loi ordinaire modifiant le régime électoral des sénateurs. Nos camarades l'ont soutenu, nos collègues de la majorité ont dit « Ah, vous pouvez pas faire ça maintenant, c'est inconstitutionnel », ce qui était vrai. On verra après la révision. On veut pas en discuter. Jamais ils n'ont déposé sur la table une proposition. Ils sont cramponnés à leurs privilèges. Alors, ça peut prendre des formes sympathiques quand ces gens le servent, mais ils sont terrorisés à l'idée que le Sénat, qui est leur propriété, puisse leur être enlevé. C'est leur bien, c'est leur propriété, ils y sont depuis tellement longtemps, et je crois qu'ils s'opposeront à tout. C'est la seule chose à laquelle ils tiennent dans la révision. Tout le reste peut passer. Non, vraiment pas du tout. Moi, je me sens pas du tout une mentalité, une âme de propriétaire. De la majorité. J'avais fait une proposition qui valait ce qu'elle valait. Le Conseil constitutionnel dit il faut que les sénateurs soient élus fondamentalement par des élus locaux. J'avais dit regardez effectivement le collège des élus locaux. Il y a à peu près 500 000 élus locaux en France aujourd'hui. Même la proposition de nos collègues socialistes ne prévoyait que de porter leur nombre que de grosso modo 140 000 à 300 000. Il y aurait une possibilité pour faire une loi sans violer la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui consisterait à dire eh bien les élus locaux supplémentaires, on va les prendre dans les élus locaux inemployés qui ne sont pas grands électeurs, par exemple des communes de plus de 3500 habitants. Le PC y trouvera les siens, le PS les siens, l'UMP et les centristes y trouveront les leurs. C'est peut-être pas une solution idéale, mais ça montre bien que le barrage du Conseil constitutionnel, c'est un bouclier de papier, c'est un sabre de bois. S'il était de papier, vous y tiendriez pas avec une telle ardeur. Si on voulait vraiment l'évolution du collège électoral sénatorial, et moi je suis de ceux qui disent que cette évolution du collège électoral sénatorial, elle est non seulement naturelle, mais elle est inéluctable, je suis prêt à accepter toutes les évolutions, à condition que ce ne soit pas au prorata exclusif de la démographie. Très sceptique sur ce que vous dites. J'ai remarqué que nous avions beaucoup des différents cordiaux. Pourquoi Non, je suis pas très sceptique. Je dis simplement, bon, il y a plusieurs niveaux d'analyse, et moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est le niveau, j'allais dire, essentiellement politique. De la même manière que j'ai réagi à ce que vous disiez tout à l'heure, je peux pas laisser dire que s'il n'y a pas cet élément-là dans la réforme, elle n'est pas démocratique. Enfin, je crois qu'il faut se garder d'un certain nombre d'excès. J'ai pas dit que la réforme n'était pas démocratique. J'ai dit que le Sénat n'était pas issu d'un. Si, il est démocratique, il correspond à un certain mode d'élection avec un système indirect, qu'après il ne soit pas l'exact reflet. Un déni de démocratie. Bon. Mais le problème n'est pas tellement là. Je crois que le problème, c'est surtout qu'on a pour la première fois, depuis 1958, une proposition d'une réforme d'ensemble du texte. Et je crois que c'est le fond du problème. Personne ne peut, nulle part, ni à l'Assemblée ni au Sénat, être d'accord avec l'intégralité des propositions parce qu'il y a trop de dispositions. Il y aura toujours un point sur lequel il y aura un désaccord, une nuance, une virgule à apporter, etc. Donc nécessairement, l'accord ne peut se faire que sur un compromis et donc des concessions réciproques. Ça n'a rien à voir avec les révisions qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, qui étaient ponctuelles, soit sur un thème précis avec plusieurs articles, soit même un seul article. Je sais pas si on prend la caricature, le passage au quinquennat, on était pour ou contre la substitution de 5 à 7, de 5 à 7. Là, la question se pose très différemment. Donc s'il n'y a pas de concession et qu'on est sur un blocage politique de départ, les uns ou les autres prenant, et je ne dis pas l'un de vous deux, mais de manière générale, les uns ou les autres prenant l'argument de tel ou tel article comme étant un motif absolu de non à la réforme, le processus est bloqué de toute façon. Moi, je crois que cette réforme a longtemps. Oh, c'est pas que ça la repousse à longtemps, c'est que surtout, je pense qu'on abandonnera l'idée de faire une réforme d'ensemble. Alors, vous disiez tout à l'heure, je sais pas bien ce que c'est que moderniser la Constitution. Moi non plus, je sais pas bien ce que c'est que moderniser la Constitution. Je crois que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la proposition le projet plus exactement qui est présenté est un projet qui a l'avantage de proposer certains équilibres.
Alors après, dans le détail, on peut être d'accord avec telle ou telle disposition. Je suis convaincu, et ça n'est pas du tout le texte tel qu'il était issu du comité Balladur, donc je plaide pas du tout pour ce qui pourrait être ma chapelle. Mais je crois que c'est un texte qui a la vertu de cet équilibre, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de toucher une institution en attendant de voir ce qui va se passer pour éventuellement faire une autre révision dans 3 ou 4 ans. Si l'équilibre apparaît satisfaisant, il y a sans doute des retouches qui pourront être faites ultérieurement. Mais si on ne saute pas le pas de cet équilibre général maintenant, je pense qu'on ne le fera plus jamais parce que ça a été annoncé de manière importante. Est-ce que vous êtes plus raisonnable? Est-ce que vous étiez plus raisonnable à l'intérieur, enfin entre guillemets, à l'intérieur du comité Balladur? Vous voyez ces divergences entre majorité et opposition. Est-ce que vous, à l'intérieur de ce comité, vous avez senti aussi ces questions et ces divisions? Ben bien sûr. Enfin, on a eu un certain nombre de points sur lesquels on a été d'accord d'emblée. Donc c'est on a eu un certain nombre. Bien sûr. Enfin, si on prend par exemple, et je crois que le rapport le reflète très bien, si on prend des questions dont certaines n'étaient pas constitutionnelles, comme représentation proportionnelle ou scrutin majoritaire, qui est une question qui évidemment importe beaucoup aux élus, nous n'étions pas unanimes sur la question. C'est la raison pour laquelle on a fait plusieurs propositions. Le scrutin du Sénat? Non, sur la question du Sénat, on était, je n'ai plus exactement, on n'a pas de mémoire voté sur ce point-là. Nous étions d'accord sur le fait qu'il fallait faire évoluer le système, pas en créant une nouvelle règle stricte, mais en levant un verrou. Je crois que c'était vraiment ça l'idée. D'accord. On va parler de l'autre question qui divise majorité et opposition, c'est le décompte du temps de parole du président. Expliquez-nous, je redonne la parole, mais la règle des 3/3, parce que c'est de là que tout part. Alors, dans le système actuel, qui encore une fois n'est pas figé par la Constitution, mais qui résulte en fait de pratiques et d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, sont comptabilisés le temps de parole de l'opposition et le temps de parole de la majorité, donc du gouvernement. En revanche, n'est pas comptabilisé le temps de parole du chef de l'État. Or, c'est vrai que, et c'est pas tout à fait une innovation, depuis le début de la Ve République, De Gaulle a été un des premiers grands utilisateurs de la télévision naissante. Donc la question est évoquée depuis maintenant longtemps, et c'est devenu un enjeu de cette réforme, de savoir comment comptabiliser le temps de parole du chef de l'État de manière à le limiter. Ouais. Alors Bernard Frimat, pourquoi d'un seul coup les socialistes se braquent sur ce thème-là, alors que Mitterrand, etc. C'était comme ça à cette époque-là. Les socialistes ne se braquent pas. Non, mais en fait, l'une des conditions du vote. Mais ça veut pas dire se braquer. Non, mais moi, j'appelle pas ça se braquer. J'appelle ça discuter. J'appelle ça émettre un certain nombre de positions dès l'origine. Qu'est-ce que l'on constate? Écoutez, allons dans l'actualité récente. Samedi dernier, le président de la République qui s'exprime devant le Conseil national de l'UMP. Il est dans sa fonction de président de la République ou il est dans sa fonction de chef de l'UMP? On peut au moins se poser la question. Or aujourd'hui, on lui dit, ça compte pas du tout, puisque c'est le président de la République, et le président de la République. Donc, il y a manifestement un problème, si vous voulez. Je dirais, si la presse a voulu, sous forme de boutade, il y a quelques mois, faire une journée télé sans Sarko, c'est bien parce qu'il y avait une raison. Je dirais, il y a que 2 hommes en France qui sont en admiration. Vos interrogations, elles sont liées à la personnalité du président de la République actuel. Elles sont liées à la pratique d'hyper-présidentialisation. Sous Chirac, par exemple, la question ne se posait pas pour vous. Écoutez, Chirac faisait pas une utilisation de la télévision telle qu'on le voit matin, midi et soir, et que je dirais au niveau des enfants, de Nicolas Sarkozy. Au niveau des enfants, ça peut tourner au cauchemar. Vous savez, avoir comme ça toujours quelqu'un s'agiter, ça devient dramatique. Et moi, je suis par moments inquiet. Jean-René Lecerf. Moi, je pense que ce problème reflète un problème très général de nos institutions. C'est le fait que nous sommes dans des institutions aujourd'hui qui sont un mélange de système présidentiel et de système parlementaire, que pour certains, cette réforme n'est que le fait de s'arrêter au milieu du gué. Je crois que M. Balladur fait pas mystère, par exemple, du fait qu'il estime que l'évolution inéluctable, c'est vers le régime présidentiel. Pour d'autres, il y a une cohérence dans ce système mixte que nous avons adopté, avec donc un président qui est et qui restera dans un régime présidentiel. Là, les socialistes ont raison de mettre le président à l'intérieur du bloc présidentiel majoritaire dans le compte de parole. Mais nous ne sommes pas totalement dans un régime présidentiel, puisqu'il y a dissolution, puisqu'il y a effectivement la responsabilité gouvernementale. Je suis tenté de dire que là aussi, la réforme, elle n'apporte pas toutes les réponses, mais elle en apporte au moins une que mon collègue Bernard Frimat ne veut pas entendre en l'état actuel des choses. C'est par exemple le rôle des commissions parlementaires sur la désignation par le président des hautes autorités. Et parmi les hautes autorités, il y a le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc il y a une limitation des pouvoirs du président qui pourrait se traduire notamment sur l'équilibre des temps de parole, qui est un plus. Je ne dis pas que cette réforme est une
pas assez, je le répète, mais il y a toute une série de plus, dont celui-là, qui permettrait d'améliorer la situation. Et ce qui me choque un peu, c'est que chacun est d'accord pour dire que tout cela, c'est du bonus, c'est de l'amélioration, et pourtant on n'en veut pas. Moi, ce qui me choque, c'est que, je dirais, où c'est de l'humour, c'est que Jean-René Le Cerf parle de limitation des pouvoirs du président dans le domaine audiovisuel. On n'a pas dû voir la même chose. Moi, j'ai entendu un président qui disait on va nous-mêmes nommer le directeur de France Télévisions. Oui, ça fait pas là-dessus, est-ce que c'est pas à la limite moins entre guillemets, hypocrite qu'avant? Le système, on savait pas trop par qui il était nommé. Ça fait un peu parfum de début de 5e République, l'ORTF, la voix de la France. Hein. Donc, si vous voulez, le problème que l'on a, c'est que l'hyper-présidentialisation, je dirais, fait les médias jouant un tel rôle dans la connaissance, dans l'explication, qu'ils sont tellement monopolisés, détournés, que la commission Balladur avait signalé que ce problème-là était un problème sur lequel il fallait se pencher. Dans la Constitution, pas dans la Constitution, j'en sais rien, vraisemblablement pas dans la Constitution. Mais ce qui me frappe, moi, c'est que quand on a émis, alors on a présenté ça comme des conditions, mais c'est autant de dossiers que nous voulions voir ouvrir. On l'a fait en septembre 2007. Ces dossiers, ces 5 dossiers que nous avons présentés, aucun n'a été ouvert, aucune discussion n'a pu avoir lieu sur aucun de ces dossiers. C'est la même chose sur le vote des étrangers aux élections municipales. Circuler. Et là, c'est vraiment constitutionnel parce que si on ne lève pas ce problème-là, ça ne pourra jamais avoir lieu. Alors au mieux, on nous dit, c'est pas maintenant, c'est plus tard, votez d'abord, vous verrez après. On va bientôt entendre, je dirais, là, les duettistes Dominique Paillet et Frédéric Lefebvre nous disent, si vous êtes gentils, vous verrez. Bernard Accoyer dit, vous verrez, on va pouvoir bouger le règlement après, mais vous votez. Arrêtons ce qui est une plaisanterie mauvaise. Même type de remarque que précédemment. Je crois que la question du temps de parole est une question qui, à mon avis, n'est pas une question constitutionnelle. C'est un problème qui se pose. Vous êtes surpris de voir ce point discuté à ce point-là? À ce point-là, oui. Mais je dois dire de manière générale, mais il y en avait 77 dans notre rapport. Mais et vous en excusez pas. Non, mais tous n'étaient pas d'égale importance. Je dois dire de manière générale que je suis souvent surprise qu'un certain nombre de points aient été pris comme essentiels dans la réforme, alors que, à mon sens, j'allais dire, juridiquement, ils ne le sont pas. Mais ça, c'est un autre... Vous pensez que là-dessus, les socialistes pourraient... C'est peut-être une marge de négociation qui se permet. Je n'incrimine ni le Parti socialiste, ni l'UMP, parce que je crois que de part et d'autre, il y a eu... j'aime pas le mot instrumentalisation, mais en tout cas, lecture du texte de telle manière que certains articles ont été mis en exergue alors qu'ils ne le méritaient pas forcément. C'est des questions dont on a déjà parlé, la question du chef de l'État devant le Congrès, etc. Moi, me semble pas centrale sur le fonctionnement des institutions. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Sur la question du temps de parole, il est bien évident que ça n'est pas un problème nouveau, c'est un problème renouvelé sans doute compte tenu de la pratique du président actuel. Mais moi, je serais extrêmement choquée qu'on en fasse une affaire constitutionnelle parce que, de manière, quoi qu'on en pense, conjoncturelle, parce que Nicolas Sarkozy est élu jusqu'au terme de son mandat, peut-être sera-t-il candidat et peut-être fera-t-il un autre mandat, mais en tout cas, il n'est pas là de toute éternité à la tête de la France. Si la Constitution de 1958 doit encore durer 50 ans, je ne vois pas pourquoi ça deviendrait une question constitutionnelle, parce que, à mon avis, ça n'a pas lieu d'être. Enfin, je ne vois pas pourquoi on indiquerait parce que, après, c'est aussi un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on va mettre le temps de parole dans les médias, puis après, on va se dire, mais est-ce qu'Internet est couvert par les médias? Est-ce qu'on rajoute une phrase sur... Jean-René Le Cerf, est-ce qu'on a raison de penser, à tort peut-être, mais que ça pourrait être une marge de négociation? C'est que si ça, eh bien, ce serait entre guillemets échangé avec des perspectives sur le vote de Sénat, le scrutin au Sénat, ça pourrait. Je préférerais de loin que nous ayons effectivement des négociations et des discussions sur les problèmes qui sont réellement des problèmes constitutionnels. Et puis quand même, il ne faut pas prendre les Français pour des moutons. Depuis l'hypermédiatisation du président de la République, qu'est-ce qui s'est passé? Mon camp a paumé le deuxième tour des législatives et les régionales et les cantonales. Donc peut-être que le problème n'est pas aussi important. Et les municipales. C'était pas un triomphe non plus. Peut-être qu'il faudrait accorder davantage effectivement d'importance à la rationalisation du parlementarisme que l'on est en train de corriger et au pouvoir nouveau donné aux citoyens avec les pouvoirs à l'égard du Conseil supérieur de la magistrature. C'est vrai que l'argument n'est pas faux. Si à chaque fois ça vous donne autant d'avance dans les élections, vous devrez prier pour avoir un président aussi médiatisé. C'est pas pour notre détachement, puisque je
dirais alors que la présence permanente de Sarkozy sur les écrans nous fait gagner tellement il exaspère le public. On souhaite que ce soit plus démocratique. Laissez-le. Bon, battons-nous sur de vrais arguments constitutionnels. Il y en a qui nous opposent, mais ils sont pas si nombreux. Non, mais nous ne sommes pas dans un débat de spécialistes de droit constitutionnel. Il y a toute une série de choses qui ne font pas partie de la Constitution, mais qui sont essentielles au fonctionnement des institutions. On est tous d'accord pour dire que les modes de scrutin ne doivent pas figurer dans la Constitution. Mais on sait tous aussi que si le mode d'élection des députés se fait à la proportionnelle ou au scrutin majoritaire, c'est pas la même chose. Donc ne faisons pas comme si ces problèmes n'existaient pas. Mais depuis le début, il a été impossible pour les socialistes, qui n'ont fait aucune surenchère sur aucun thème, de nouer la négociation avec ce gouvernement. On referme pas la porte qui nous a été ouverte, on est devant une porte fermée. Et le débat au Sénat la semaine prochaine va être excessivement simple. Nous allons voter conforme. Tous les amendements que nous présenterons seront rejetés de la même manière qu'à l'Assemblée nationale. Tous les amendements que les socialistes présenteront seront rejetés. On est dans un débat qui est maintenant verrouillé. L'UMP s'est mis d'accord avec l'UMP et espère récupérer suffisamment de centristes en attendant qu'ils tombent du bon côté et peut-être débaucher quelques socialistes. Mais on n'est plus dans un débat sur le fond. Que va-t-il se passer? On termine avec juste les conséquences sur les perspectives. Si la loi est rejetée par le Congrès, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est un énorme échec pour Nicolas Sarkozy, son premier échec parlementaire en tout cas? Vraiment, je ne le crois pas. Je crois que si la loi est repoussée par le Congrès, c'est un énorme échec pour la démocratie et pour nos institutions. Je crois qu'on se rendra compte demain que c'est un échec aussi bien pour le Parti socialiste que pour l'UMP. C'est un échec sur les progrès démocratiques que nous avions souhaités. C'est un échec sur le rééquilibrage entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif que tout le monde souhaite. C'est la raison pour laquelle moi je ne veux pas envisager cette hypothèse. Et Bernard Frimat en sait beaucoup plus que moi, parce que moi j'étais tout à l'heure avec le président de la commission des lois qui savait pas du tout si on s'orientait vers un conforme et qui disait que l'orientation vers le conforme, elle dépendrait effectivement de ce qui sortirait du débat de l'Assemblée nationale. Et moi j'en reste là. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui si je voterai, moi, membre de l'UMP, ou si je ne voterai pas, en fonction effectivement des évolutions qui se produiront. Moi j'estime que l'Assemblée nationale, elle a quelquefois corrigé les choses. Le fait de limiter le 49.3, moi je dis bravo là-dessus. Et sur ce point, pourtant, mon groupe a été très... Je termine par un contre-argument, Bernard Frimat. Si la loi est rejetée, une chose est sûre, rien ne changera, du moins rapidement au Sénat. Oui, et si l'effet inverse de ce que si la révision est adoptée, la dictature de la majorité sénatoriale s'installe et elle continue à être un obstacle supplémentaire doté de pouvoirs nouveaux quand la gauche vient au pouvoir, avec une capacité de freiner son action qui sera encore plus forte. Donc vous savez, c'est pas ça. Moi je considère qu'il y avait au départ une volonté de dialogue qui avait été exprimée par les socialistes. La main a été tendue, on nous a tordu le bras, et il n'y a jamais eu en face d'interlocuteur, jamais eu en face quelqu'un pour dire allez, on pose sur les choses sur la table, on discute, on voit si on peut avancer. Donc pour moi, c'est une occasion de perdu. Et je pense que c'est tellement une occasion de perdu qu'on voit toute une série de gens spécialistes des médias et de l'intervention commencer à dire aujourd'hui, si jamais ça échoue, c'est de la faute des socialistes. Écoutez, nous serons tout à fait sereins là-dessus. Si la loi est rejetée, c'est une crise grave, majeure pour le Parlement? Oh, c'est pas une crise grave majeure. Là aussi, il y a plusieurs manières de lire les choses. Il y aura la lecture évidemment par les médias, les uns disant que c'est l'échec de Sarkozy, les autres que c'est une position négative des socialistes, peut-être d'ailleurs de certains UMP qui voteront contre. Enfin bon, ça c'est pas le problème central. Ça durera un certain temps, puis c'est l'été, donc ça passera assez vite. Ce qui est plus préoccupant, c'est que je pense qu'on renoncera durablement à se relancer, parce que ça a quand même été un gros chantier. Enfin, je crois qu'on l'oublie, mais c'est un chantier important qui a été lancé il y a un an, puisque le comité avait été mis en place le 17 juillet dernier de mémoire, qu'il y a quand même eu vraiment un an de travail, c'est-à-dire entre le travail du comité, la préparation de l'avant-projet, les discussions devant les chambres, le travail des commissions, et qu'on fait pas ça non plus tous les ans, c'est-à-dire on va pas recommencer immédiatement. Il y a eu une vraie tentative. Moi, je pense qu'il y a des avancées absolument essentielles dans la réforme, sur le plan du Parlement, sur le plan de la saisine du Conseil constitutionnel, sur le plan du défenseur des droits fondamentaux, et que ce serait quand même du gâchis
que de ne pas arriver à un accord. Je ne dis ni que c'est à la gauche ou à la droite de céder ou faire des concessions, mais je crois que ce serait dommage de passer à côté de ça pour des points qui ne sont peut-être pas essentiels ni même constitutionnels. Merci beaucoup à tous les trois. Rendez-vous le 21 juillet. On suivra ça bien sûr en direct sur Public Sénat. On remercie Philippe de Sonny, le réalisateur de cette émission, Laurent Guez, notre rédacteur en chef, et Oriane Mancini qui a préparé ce débat. Et je vous remercie encore d'être venu. Merci beaucoup. À demain. Au revoir. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD? Rendez-vous sur www.publicsénat.fr. Et tout de suite, Face à nous, le grand rendez-vous politique de Public Sénat, animé par Michel Grossior. Bonsoir à tous, Jean-Pierre Raffarin, bonsoir. Monsieur le sénateur, merci d'être avec nous. Vice-président de l'UMP, nous avons beaucoup de questions à aborder avec vous ce soir pour ce dernier Face à nous, avant les vacances. Et pour vous interroger autour de cette table, Henri Vernet du Parisien, aujourd'hui en France, notre partenaire, Carole Barjon du Nouvel Observateur, et Karl Meus du Figaro Magazine. Allez, on parle d'abord de la nouvelle polémique après des propos tenus par Ségolène Royal qui voit un rapport entre le cambriolage récent de son appartement et la mainmise du clan Sarkozy sur la France. Votre réaction? Madame Royal passe de la bourde à la provocation et de la provocation au ridicule. À ce niveau-là, ça ne mérite pas de réponse. Quand même. Comment est-ce que vous expliquez sa façon de se démarquer de Nicolas Sarkozy ou du clan Sarkozy, comme elle le dit récemment? Effectivement, vous l'avez rappelé, c'était sur la libération d'Ingrid Betancourt. Écoutez, elle ne me paraît plus aujourd'hui être dans les premiers rangs de la politique française. C'est une attitude ridicule et je pense que ça ne mérite pas de polémique. Je ne veux pas polémiquer avec ce niveau-là de la politique. Madame Royal a des attitudes qui ne sont pas des attitudes dignes et donc laissons-la seule avec ses méthodes et n'entrons pas dans le jeu qu'elle voudrait que l'on joue, c'est-à-dire polémiquer avec elle. Je ne suis pas d'accord pour que la politique se place à ce niveau-là. Au-delà de la polémique qu'elle a effectivement engagée avec Sarkozy, est-ce que ça ne vous trouble pas le fait qu'elle ait été cambriolée quand même un certain nombre de fois? Elle était quand même candidate à la présidentielle l'an dernier, elle le sera peut-être à nouveau. Il y a plein de Français à qui ça arrive. Il y a sans doute un certain nombre de problèmes que la police doit expertiser, mais vouloir faire de cela une affaire politique, je dis que la ficelle est grosse. Il se trouve que je connais bien Madame Royal et je ne veux pas entrer dans son jeu. Madame Royal a fait une énorme bourde sur la libération d'Ingrid Betancourt. J'étais avec elle au Québec. Au moment de la cérémonie solennelle, le 3 juillet, nous étions tous rassemblés. Elle n'a pas voulu assister à cette cérémonie. Elle est allée faire son opération pour attaquer Nicolas Sarkozy. Et finalement, elle a trouvé face à elle un consensus national qui a révélé son inaptitude à comprendre à un moment donné ce qu'est la France. Et donc après cet échec-là, cette bourde, elle cherche par la provocation à retrouver une place dans le débat politique. Et je trouve qu'il ne faut pas lui donner cette place. Vous avez parlé d'une femme politique de seconde zone, vous voulez même plus en parler. Je pense que c'est pas, ça, il faut pas entrer en polémique avec elle. J'ai eu souvent des propos difficiles et quelquefois un peu sportifs et rock'n'roll vis-à-vis d'elle. Maintenant, je pense que on n'est plus dans cette situation. Moi, je pense que je discute avec les femmes et les hommes d'État et je ne veux pas entrer dans des polémiques ridicules. Mais si vous oubliez ces polémiques ridicules, est-ce qu'il n'y a pas un problème tout de même qu'une femme politique soit cambriolée un certain nombre de fois? Nous sommes dans un pays d'état de droit, que la justice, que la police fassent leur travail. Mais vouloir exploiter tout ça, moi je ne suis pas favorable à ça. Et je sais que
dans le passé il y a eu de telles exploitations. Je trouve que ce ne sont pas des choses qui sont du niveau politique. Alors Madame Royal prétend vouloir changer le débat politique et elle nous sort les vieilles ficelles grosses comme les haubans de l'Hermione, le bateau qui conduisait Lafayette sur l'Atlantique. Mais est-ce qu'au fond, l'UMP n'est pas allé trop fort dans ses attaques contre ce que vous avez appelé la bourde de Ségolène Royal, au risque de la victimiser? Écoutez, je pense que Madame Royal, aujourd'hui, a un vrai problème au sein du Parti socialiste. C'est la seule candidate à l'élection présidentielle qui, après l'élection présidentielle, ne se retrouve pas à la tête de son parti d'évidence. Et M. Jospin et M. Mitterrand, après l'élection présidentielle, se retrouvaient au premier rang de leur parti. Elle fait une campagne qu'elle perd, mais finalement le score, qui est un des plus faibles du Parti socialiste, mais qui pourrait la conduire à avoir une place au sein du Parti socialiste aujourd'hui, eh bien cette campagne ne lui donne pas ce droit à diriger le parti. Pourquoi? Parce que ses méthodes, son manque d'analyse, la faiblesse de ses propositions, son manque de contenu, finalement le fait qu'au fond elle ne s'est pas montrée à la dimension de l'enjeu, fait qu'aujourd'hui il s'agit d'une personnalité politique fragile, et donc ce n'est pas une personne, de mon point de vue, de premier rang. Jamais vous n'auriez entendu Martine Aubry faire les déclarations que Ségolène Royal vient de faire. Non, vous vous réjouissez que Martine Aubry, effectivement, soit passée devant Ségolène Royal dans les sondages? Je parle pas de sondage, je vois les gens dire qu'il y a des bourdes que Madame Aubry ne ferait pas. Et finalement, quand il y a une bourde, il y a une sorte de tentation de Ségolène à pratiquer la bourde. Et ces bourdes et ces propos que vous condamnez, selon vous, disqualifient définitivement Ségolène Royal dans sa quête de leadership du Parti socialiste? En politique, rien n'est jamais définitif. Je suis tout à fait lucide, mais je dis que pour le moment, elle n'est pas au niveau et qu'il faut pas discuter avec le ridicule. Moi, je ne suis pas pour la polémique avec le ridicule. On parle des arguments de fond, on peut parler de la Chine, on peut parler du Québec, on peut parler de l'emploi, on peut parler de la situation internationale et de la crise financière. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on peut parler, mais franchement, les humeurs de Madame Royal, ça me paraît aujourd'hui, dans le débat politique français, ridicule. Vous estimez déjà en avoir trop parlé ce soir, au risque de le renforcer? Absolument non. Je sais qu'aujourd'hui, s'il n'y a que moi pour la renforcer, ça ne suffira pas pour gagner le Parti socialiste. Est-ce qu'il n'y a pas des terrains sur lesquels elle a eu un peu d'écho? Par exemple, quand elle s'en est pris au système clanique en parlant du mode de désignation prévu pour le président de du futur pôle de télévision publique, en attaquant sur un État, dit-elle, prédateur. Là, à ce moment-là, est-ce que vous mettez toutes ces déclarations sur le même plan? Je le pense, parce qu'en fait, elle manque de vision. Elle se définit par rapport à Nicolas Sarkozy. Elle n'est pas sortie de la campagne électorale. Elle reste dans le match. Elle a son adversaire et boum, 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 elle tape sur l'adversaire. Elle se définit par rapport à lui. Où est sa vision de la France? Où est sa vision de l'Europe? Où est la vision du monde? Aujourd'hui, il y a une crise américaine très forte. Qu'est-ce qu'elle nous propose comme analyse? J'entends des analyses chez un certain nombre de gens. J'entends chez Martine Aubry, chez Bertrand Delanoë, chez Manuel Valls, et chez beaucoup d'autres. On entend des choses. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Elle vient de sortir un nouveau livre, avec Alain Touraine, un livre de fond. Mais je ne vois aucune vision, aucune perspective. Je vois simplement quelqu'un qui fait de la politique, et je dirais plus de la polémique, sa nourriture quotidienne. Et donc je pense que vraiment, elle se met à un niveau qui est le niveau secondaire de la vie politique nationale. Mais certains de ces arguments, quand même, sont repris par d'autres responsables du Parti socialiste. Par exemple, Laurent Fabius, qui, lui, dénonce une monocratie aujourd'hui. Non, mais qu'il y ait des arguments. Qu'est-ce que vous répondez à ce mot-là? Je vais y répondre, parce que je pense qu'en effet, on peut avoir des débats sur ces sujets. Mais ce que je trouve de dommage dans le dispositif politique de Madame Royal, c'est qu'on ne voit que des attaques. Donc, qu'il y ait des attaques à l'intérieur de vision, à l'intérieur de propositions, Monsieur Fabius, je suis en désaccord avec lui fondamental sur l'Europe, je lui reproche beaucoup son jeu néfaste avec le plan B pour les questions européennes, mais il est évident que c'est quelqu'un qui, quand il parle de monocratie, dit des choses que je conteste, mais que j'accepte comme étant dans le débat. Je crois qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy mène une politique de réforme très importante. Cette politique de réforme, elle est menée avec le souci de créer en même temps autour des réformes un certain nombre de débats. Et il mène finalement la course en tête. Il fait la course en tête avec un certain nombre de propositions. C'est lui qui lance le débat. Il a raison de poser la question du service public.
En quoi une télévision publique est-elle différente qu'une télévision privée? Il a raison de poser cette question. Argent public, service public. Est-ce qu'il a raison de vouloir nommer directement le président de France Télévisions? Qui est plus légitime qu'un président de la République élu au suffrage universel? Quelqu'un qui est nommé par le président de la République? Est-ce que c'est plus légitime? Franchement, quand je vois tous ces cris sur ce sujet, qui est plus légitime démocratiquement éventuellement des professionnels de l'audiovisuel? Ils seront avec les réseaux financiers, avec les structures. Est-ce que les professionnels pourraient garantir une meilleure légitimité? Il y a une commission, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est par ailleurs nommé par les pouvoirs politiques élus. Oui, mais ils sont plusieurs. C'est collégial, c'est même de différents pouvoirs. Est-ce que le président de la République, ayant la capacité de nommer avec le Parlement qui peut contester ces nominations, est-ce qu'au fond c'est pas le meilleur équilibre? Très franchement, qui a dans la République plus de légitimité que le président? Moi je pose la question, de ce point de vue-là, la proposition mérite d'être discutée et non pas d'être rejetée comme ça en bloc en allant chercher d'autres légitimités qui sont celles de l'argent, qui sont celles des réseaux, qui sont celles de ceci, celles de cela. Il n'y a pas d'autres légitimités plus fortes que celle de la démocratie. La personne la plus légitime dans la République française, c'est le président de la République. Mais ça serait unique. D'accord, mais c'est pas très moderne quand même. Je veux dire, on a l'impression de revenir juste 30 ans en arrière ou 40 ans en arrière avec l'ORTF. Écoutez, je pense que c'est largement aussi moderne que le président qui nomme quelqu'un, qui en nomme quelqu'un. Et au fond, c'est finalement des systèmes assez opaques. Et le président de la République, il veut pas de système opaque. Il assume, Nicolas. Il faut bien se mettre ça maintenant dans la tête. Où est la rupture dans notre pays? La rupture est que le président de la République assume ses convictions, il lance des débats, il assume... Oui, mais sous couvert d'assumer, est-ce qu'on peut faire n'importe quoi? Mais c'est au Parlement de pouvoir... Mais la démocratie, c'est pas les médias qui ont le pouvoir de dire qu'il fait n'importe quoi. Ça on peut aujourd'hui, très clairement, avec la réforme des institutions qui est proposée, faire en sorte qu'une proposition du président de la République puisse être refusée. Ça, c'est un contre-pouvoir. En disant tout cela, Jean-Pierre Raffarin, est-ce que vous ne dévalorisez pas d'une certaine manière le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui est présidé aujourd'hui par quelqu'un que vous connaissez bien, Monsieur Boyon? Mais j'admire beaucoup le travail du CSA avant Michel Boyon, avec Michel Boyon, mais je vous dis simplement que je trouve que le débat posé par le président de la République est un débat estimable et j'attends qu'on me montre qui a plus de légitimité que le président. Est-ce que, justement, vous évoquez le rôle du Parlement, il n'aurait pas été plus logique puisque là, actuellement, dans la Constitution, ça serait un droit de veto, finalement. Oui. Est-ce que ça serait pas plus simple qu'il y ait plutôt une approbation de 3/5 ou de la majorité de l'Assemblée nationale pour faire une sorte de garde-fou, et du Sénat, du Parlement, oui, pour faire une sorte de garde-fou ou de contre-pouvoir? Ça peut se discuter, mais ça j'accepte tout à fait ce débat. La proposition, c'est les 3/5. Non, ça n'a pas été retenu, mais dans le débat parlementaire, non, je le regrette pas, mais dans le débat parlementaire, on voit qu'on peut, à 3/5. Je pense que le président de la République doit assumer un certain nombre de ministres. Moi, je ne crois pas forcément qu'une commission est toujours mieux qualifiée qu'une personne. Parce que il est toujours tentant, à un moment, que dans la commission, surtout s'il y a des familles politiques, qu'on partage des responsabilités à un moment. Alors, vous proposez Monsieur X pour le CSA, et moi je proposais Madame Y pour le Conseil constitutionnel. Eh bien, écoutez, on va faire la décision ensemble, vous aurez Monsieur X, et nous aurons Madame Y. Je trouve que le président de la République qui nomme, et à ce moment-là, on donne au Parlement la possibilité de refuser. Je trouve très franchement qu'il y a largement autant de légitimité dans cette démarche que dans tout autre. Et donc, je pense que les nominations, c'est jamais idéal parce qu'il y a toujours un parti pris et que finalement, mieux vaut donner la responsabilité à quelqu'un qui est élu pour ça plutôt que par des systèmes opaques. C'est pas une reprise en main. Je ne le crois pas du tout. Est-ce que c'est pas aussi un peu une régression par rapport à ce qu'il avait promis pendant la campagne? Parce que on s'aperçoit qu'effectivement, avec ce système de veto, où il faut quand même réunir 3/5 de vote négatif, ce qui n'est quand même pas évident, ou alors il faut être la majorité à soi tout seul, on s'aperçoit qu'en réalité, il est très difficile de refuser les nominations proposées par le président de la République. Et dans sa campagne, Nicolas Sarkozy avait plutôt expliqué que j'ai refusé beaucoup de ce choses serait beaucoup plus ouvert que ça. Président de la République. Cette nuit, j'ai voté contre le gouvernement dans un certain nombre de textes, donc on est complètement libre. J'ai voté contre l'amendement ADN. Je suis un parlementaire libre. Je n'ai pas de vote obligatoire. Au nom qui sortira du chapeau. Donc, si j'estime que quelqu'un à un moment n'est pas à sa place, je le dirai. France Télévisions, quel gage d'indépendance est-ce que vous aimez trouver dans... Pardon ? Est-ce que ce serait quelqu'un de gauche, d'ouverture? On dit que pour sortir du soupçon, justement, une idée serait de nommer quelqu'un d'inattendu, une ouverture. Je ne crois pas. Je ne suis pas dans la situation où j'ai des recommandations à faire. Très franchement, je pense que sur ces sujets-là, il faut aller chercher
des gens qui ont fait leurs preuves, et donc il faut aller chercher des gens dont le parcours est en lui-même une démonstration de qualité. Et donc il faut aller chercher des personnalités qui ont fait leurs preuves. Les sénateurs socialistes et quelle que soit leur conviction. Les sénateurs socialistes réclament aujourd'hui une commission d'enquête sur l'indépendance des médias. Ils évoquent le lien entre l'Élysée et les grands patrons de presse. Est-ce que vous approuvez cette démarche de vos collègues socialistes? Non, je trouve qu'ils font là de la polémique. Je lis la presse régulièrement. J'ai quand même pas le sentiment qu'elle est très favorable au président de la République. Regardez les couvertures des hebdomadaires, les semaines après les semaines. Regardez les articles, tout ça. Quand même, quand on regarde tout ça, on se dit, alors on nous accuse d'avoir des relations avec la presse, et qu'est-ce qu'on prend en permanence? Et qu'est-ce que le président de la République prend en permanence? Donc franchement, je trouve qu'il y a là de l'excès. Je pense qu'il faut l'indépendance de la presse. C'est pour ça que nous l'avons mis dans la Constitution. On fait une réforme constitutionnelle et nous avons mis ce sujet, ce qui permettra au Conseil constitutionnel de regarder les choses sur ce plan-là. Donc je pense vraiment que c'est un sujet qui compte, mais il y a beaucoup de polémiques dans cette affaire. Le président de la République, aujourd'hui, ne me paraît pas bénéficier de ces relations médiatiques. Alors, il bénéficie d'un certain nombre d'heures d'antenne, et c'est l'un des débats aussi du moment. Karl Meus. Vous évoquiez la réforme constitutionnelle qui vient au Sénat la semaine prochaine. Est-ce que le Sénat, vous pensez, va voter conforme le texte par rapport au texte de l'Assemblée nationale, et quelle chance vous estimez que le Congrès puisse voter à la majorité des 3/5 cette réforme? Je pense que le Sénat votera conforme. Je pense que l'accord qui est intervenu entre l'Assemblée nationale et le Sénat est un accord favorable. Le Sénat s'est fait entendre. Il a exprimé en première lecture ses convictions. Il assumera ses responsabilités en deuxième lecture. Je pense que nous avons, sur un certain nombre de sujets auxquels nous tenions, eu les réponses satisfaisantes. Je crois vraiment qu'il faut voter cette réforme. C'est une réforme très importante qui va changer notre vie politique, qui va changer notre pratique institutionnelle de la Ve République. Et donc c'est une réforme qui présente pour le Parlement un nouveau défi. Quand je regarde un peu ce qui va se passer au Sénat, c'est un vrai nouveau Sénat qu'il va falloir inventer. C'est un Sénat qui va non seulement penser à la loi, par exemple, du printemps 2009 maintenant, mais aussi 2010, 2011. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on construise un certain nombre de projets législatifs. Il va falloir faire de la prospective. Il va falloir s'entourer d'expertise. Ici, quelque chose qui ressemblera à un conseil d'État. Ici, une académie de médecine, des gens avec lesquels nous travaillerons pour pouvoir être nourris, un moment sur la bioéthique, un autre jour sur tel ou tel sujet de droit. Et donc, il va falloir profondément modifier le Parlement. On va avoir, je crois, une démocratie qui va être équilibrée entre la fonction présidentielle et la fonction parlementaire, et il faut voter ce texte. Je crois qu'il sera voté, je pense qu'il sera voté. Je crois franchement qu'un député socialiste, honnête homme, comme ils le sont les uns et les autres, quand il est face à sa responsabilité, le député socialiste, honnête homme, considère que Nicolas Sarkozy a sans doute trop de pouvoir. Et donc, il a la possibilité d'équilibrer les pouvoirs en donnant plus de pouvoir au Parlement. Et ce député socialiste-là, qui se plaint de l'influence de Nicolas Sarkozy, il va refuser d'avoir les moyens de compenser le pouvoir du président, d'équilibrer la fonction présidentielle. Mais il a des exigences, le député socialiste. Oui, mais le sénateur socialiste aussi. Mais s'il dit non, le député socialiste, on ne pourra plus l'entendre après sur les pouvoirs du président. Et à chaque fois qu'il dira ceci, cela sur le président de la République, on lui répondra: mais monsieur, vous aviez la possibilité de limiter les pouvoirs du président et vous ne l'avez pas souhaité. Pour ça, je pense que les députés socialistes, un certain nombre d'entre eux, seront tentés de faire face à leurs responsabilités. Donc je pense que sur ce texte-là, nous aurons les 3/5. Avec quand même la possibilité d'ici là de leur donner des gages, notamment sur le décompte du temps de parole du président de la République. Qu'en pensez-vous? Moi je pense qu'il est clair. Moi je fais partie de ceux qui ont demandé au président de la République de pouvoir s'exprimer dans son parti. Et c'est moi qui ai organisé sa présence dans le parti avec Tony Blair et samedi dernier avec José Manuel Barroso et Hans-Gert Pöttering. Donc je suis favorable à ce que le président vienne parler d'Europe dans son parti, parce que l'Europe c'est aussi de la politique. Et qu'on me dise que ce temps-là soit du temps politique, je l'accepte bien volontiers. Mais quand le président de la République fait un discours le 11 novembre ou le 8 mai, à ce moment-là, c'est pas un temps partisan. Donc je pense qu'on doit pouvoir discuter de cela, et donc il faut trouver avec le CSA les modulations qui permettent de pouvoir définir quel est le temps de parole. Vous avez des informations peut-être là ça va dans le bon sens, il y aura une ouverture? Écoutez, je pense que sur ce sujet, le président n'est pas fermé.
Henri Vernet. Et à droite, est-ce que vous ferez le plein des voix, notamment à l'UMP? On sait qu'il y a des députés qui sont un peu grognons, par exemple, qui voudraient marchander ou montrer leur mécontentement parce qu'ils vont perdre une garnison, ils vont perdre une caserne. Est-ce que là-dessus, vous pensez qu'il pourrait vous manquer combien de voix? C'est difficile à dire. Je sais qu'au Sénat, il manquait 2 voix en première lecture. Je peux pas vous dire exactement parce que j'espère que globalement aucun parlementaire de la majorité mettra l'intérêt direct de sa circonscription dans la balance d'une réforme institutionnelle. Moi aussi, j'ai des sujets de mécontentement. Moi aussi, j'ai des désaccords avec le gouvernement sur un certain nombre de sujets. Lesquels et bon, on peut parler de l'urbanisme commercial, par exemple. D'accord, on va en parler de ce qui s'est passé la nuit dernière. On peut parler d'un certain nombre de choses où il y a un certain nombre de désaccords, mais je ne serai pas favorable à mettre mes désaccords, je dirais, individuels face à une réforme institutionnelle. Il y a un moment où les égos doivent s'effacer, où les intérêts personnels s'effacent pour l'intérêt général, l'intérêt de la République, l'intérêt de la politique. Et vraiment, aujourd'hui, on est dans une situation assez exceptionnelle de voter une réforme majeure de la Constitution. Ça n'arrive pas tous les jours dans la vie d'un parlementaire, et je pense qu'il y a cet instant de gravité qu'il ne faut pas manquer. Alors, il y a une revendication socialiste également, elle porte sur le collège électoral du Sénat. Et Édouard Balladur, l'autre jour, dans une interview aux Échos, disait il va quand même bien falloir un jour se pencher sur la question du Sénat. Est-ce que vous y êtes prêt? Bien sûr qu'on peut discuter de tout cela, mais on n'est pas d'accord avec cette campagne que nous trouvons une campagne inexacte sur les collectivités locales sont à gauche aujourd'hui et le Sénat n'est pas à gauche. Pourquoi? Parce que le Sénat ne représente pas les collectivités locales d'aujourd'hui. Le Sénat est renouvelable maintenant tous les 6 ans par moitié, et donc le Sénat représente les collectivités locales d'aujourd'hui et celles d'hier. Les socialistes, que je sache, ont perdu les municipales de 2001. Ils ont certes gagné celles de 2008, mais ils n'ont pas tout le pouvoir local. Et nous avions fait de très bonnes municipales en 2001. Et donc nous avons gagné un certain nombre de positions dans les élections intermédiaires. Et comme le Sénat se renouvelle par moitié, il amortit au fond les mouvements électoraux. Et donc ce qui compte au Sénat pour gagner la majorité, c'est de gagner les élections 2 fois de suite. Si par exemple le PS gagnait les municipales de 2014, en 2014, ceux qui gagneront les prochaines municipales, sachant où nous en sommes nous à droite et où ils en sont eux à gauche, ceux qui gagneront 2014 gagneront la majorité sénatoriale. Donc c'est complètement inexact de dire que le Sénat est destiné à être à droite. Donc il y a besoin de rien changer alors? On peut changer, on peut discuter. Moi je crois que entre le rural et l'urbain, on peut discuter de la composition du collège électoral, je pense que ça sont des sujets que les sénateurs doivent discuter entre eux. C'est pas aux autres à l'extérieur de penser à la réforme du Sénat, c'est les sénateurs qui doivent organiser leur auto-réforme. Et donc moi je suis partisan de cette logique, c'est ce qui a déjà conduit les sénateurs, Madame Barjon, souvenez-vous, à réduire leur mandat de 9 ans à 6 ans. Vous connaissez, vous, une assemblée politique au monde dont les membres ont réduit leur mandat? Ils sont passés de 9 ans à 6 ans. C'est les sénateurs qui l'ont fait. Donc la capacité de réforme au Sénat, elle est grande. Et donc la question aujourd'hui, sur ces sujets-là, c'est d'en discuter à l'intérieur du Sénat, mais pas à l'intérieur de la Constitution, parce qu'il ne s'agit pas d'une réforme constitutionnelle. Et nous souhaitons que pour avoir les 3/5, on trouve dans la Constitution et dans le texte constitutionnel les équilibres et non pas à l'extérieur du texte. Nicolas Sarkozy sera donc présent finalement aux cérémonies d'ouverture des... Bonne nouvelle pour vous, qui avez été l'émissaire envoyé par la France à Pékin. Est-ce que c'est la fin d'un faux suspense ? Écoutez, je pense que Nicolas Sarkozy a vraiment consulté ses partenaires européens. Et donc, c'est un sujet qu'il a traité, là encore, avec gravité. Moi, je suis très heureux de sa décision. Parce que vraiment, j'étais très inquiet, connaissant bien la Chine, ayant vu comment la Chine a intégré cette décision que les pays occidentaux, en fait, ont prise de lui accorder les Jeux Olympiques de Pékin. Qu'est-ce que le monde occidental a voulu faire ? Le monde occidental a voulu dire à la Chine, vous engagez une politique d'ouverture, nous allons l'accompagner. Vous vous ouvrez au monde, on va vous accompagner, vous allez avoir les Jeux Olympiques, vous allez entrer dans l'OMC, vous allez avoir l'exposition universelle de Shanghai, c'est-à-dire un certain nombre d'événements où on accompagne l'ouverture de la Chine au monde. Et donc, je pense que refuser d'aller aux Jeux Olympiques, c'était avoir une réponse de fermeture à une démarche d'ouverture. Et donc, je suis heureux qu'on accompagne.
problème. Mais on va en Chine. Il y a beaucoup d'ouverture sur le Tibet, là, en ce moment. Non, on écoutez, voit que les négociations entre le Dalai Lama et les autorités chinoises sont au point mort. Franchement, si vous n'avez pas remarqué que la Chine s'ouvre, c'est que vous n'avez pas vu que dans nos universités le nombre de jeunes Chinois qui aujourd'hui font des études en France. Le Tibet. À l'université, non mais attendez, je vous parle de l'ouverture internationale. Bon, vous me parlez d'un problème régional, on va y revenir, mais l'ouverture internationale. Quand on va à Shanghai, quand vous regardez aujourd'hui l'université de Poitiers, 600 étudiants chinois inscrits à l'université de Poitiers. Donc on est dans un monde chinois qui s'ouvre considérablement aujourd'hui. Il y a des millions de Chinois qui voyagent, les Chinois regardent le monde, et nous n'avons pas intérêt, nous, France, nous, Europe, nous n'avons pas intérêt à ce que la Chine s'enferme dans ses frontières, qu'1,3 milliard de personnes s'enferment dans une sorte d'ultranationalisme. Nous avons intérêt à l'ouverture de la Chine. Diriez-vous, comme François Fillon, aujourd'hui, que la Chine n'est pas une démocratie ? Bien sûr que la Chine n'est pas une démocratie. Alors, allez assister au jeu, à la cérémonie d'ouverture, est-ce cautionner, je ne sais pas, une cérémonie de glorification d'un régime qui n'est pas une démocratie. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de démocraties tout autour de la Méditerranée? Vous trouvez qu'il y a, si vous ne parlez qu'avec les démocraties dans le monde, vous resterez quelquefois un peu isolé. Il est clair aujourd'hui qu'il faut pouvoir faire la paix en parlant avec tout le monde. Et qu'on est bien obligé de faire en sorte qu'on puisse construire avec la Chine, qui est un pays qui certes n'est pas démocratique, mais qui s'ouvre, y compris sur un certain nombre de processus démocratiques. Et donc si vous regardez la Chine d'il y a 20 ans, la Chine d'il y a 10 ans, la Chine d'aujourd'hui, vous verrez que sur un certain nombre de critères démocratiques, la Chine progresse. Regardez Internet. Moi j'ai fait mon blog en chinois. Je peux vous dire que j'ai des communications de Chinois et je vois très bien que les Chinois sont tout à fait capables de passer à travers les processus de censure. Les Chinois communiquent avec le monde. Donc c'est pas vrai de considérer aujourd'hui que la Chine est complètement enfermée. La Chine progresse en matière de liberté. Mais naturellement, ce n'est pas aujourd'hui une démocratie, mais nous devons constater les progrès pour accompagner ces progrès. Et si on va en Chine, c'est comme ça que je l'ai toujours fait, on y va avec ses idées et ses convictions et on parle chinois. Mais dans la culture chinoise, il ne faut pas leur faire perdre la face. Il faut aller là-bas et leur parler les yeux dans les yeux et leur dire les convictions. Et non pas faire des déclarations dans les médias français. Que les Français et l'exécutif s'y est mal pris parce qu'effectivement, Angela Merkel est assez critique sur la Chine et elle est pas ennuyée. Je pense que la mairie de Paris, par exemple, quand elle fait citoyen d'honneur le Dalai Lama en faisant une opération de communication, je crois qu'il aurait mieux fallu discuter avec les Chinois de ce type d'action. Carole Barjon. Est-ce que pour autant les propos qu'a tenus l'ambassadeur de Chine ce matin sont acceptables pour la France ? On le répète, il menace, il lance des menaces contre la France si on recevait le Dalai Nicolas Lama. Sarkozy reçoit cet été le Dalai Lama. Doit-il le recevoir? Écoutez, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des propos de cette nature. C'est pas la première fois. Je peux vous en citer d'autres. Il est clair que la Chine, depuis un certain temps, a une vision du Dalai Lama qui n'est pas celle de l'Occident. En Occident, d'une certaine manière, on voit le Dalai Lama un peu plus indien que chinois, un moine plus qu'un homme politique, et nous le voyons comme quelqu'un de non violent, très estimable. C'est la culture occidentale telle qu'elle voit le moine bouddhiste. Et les Chinois le voient comme un chef politique qui veut installer un régime politique au Tibet, qui est à la tête d'un gouvernement en exil, avec un parlement en exil. Donc les Chinois le voient comme un adversaire politique, et nous le voyons comme un moine non violent. Donc il faut bien. Je pense que par définition, l'ethnocentrisme, ça consiste à ne pas projeter sa vision dans ses dos. C'est aussi tenir compte de l'autre, et donc de faire en sorte qu'on puisse avancer. Il est clair que nous devons respecter le Dalai Lama. Il est clair aussi, de toute façon, il vient le Dalai Lama. Est-ce que vous nous direz cet été, Jean-Pierre Raffarin, c'est à lui. S'il y a cette réception par Nicolas Sarkozy, est-ce que vous nous direz, comme tout à l'heure, bonne nouvelle? Écoutez, je pense que ça, le président de la République devra apprécier. Je n'ai pas à me soumettre à ça. S'il me demande mon avis, je pense que ce n'est pas au président de la République de le recevoir. Je pense qu'une autre personnalité, peut-être, peut le recevoir. Je pense qu'il faut... Est-ce qu'on peut faire autrement maintenant que l'ambassadeur de Chine l'interdit? Je veux dire, est-ce que la France peut apparaître, se soumettre à un diktat? Écoutez, la France, depuis très longtemps, a toujours eu vis-à-vis de la Chine un certain nombre de positions. Quand le général de Gaulle reconnaît la Chine en 64, tout le monde disait qu'il ne fallait pas reconnaître la Chine. Le général de Gaulle a été visionnaire. Vous avez 1,3 milliard. Franchement, moi je pense à l'avenir de mon pays. Je pense à l'avenir des jeunes enfants aujourd'hui. Si vous mettez 1,3 milliard de Chinois qui ont une culture complètement différente de la nôtre, quand vous voyez cette pensée chinoise, je travaille sur ces questions depuis très longtemps, je vous assure que le risque aujourd'hui, c'est le nationalisme.
Quand vous regardez l'effort militaire qu'ont les Chinois, plus il y a de touristes, plus il y a de touristes, plus il y a d'échanges économiques, plus la Chine s'ouvre et plus la Chine est pacifique. Le Dalai Lama est le choix aujourd'hui, c'est de faire un choix pour accompagner la Chine à la fois dans la voie pacifique et dans la voie du développement. Et je vous le dis franchement, on a pris des positions. On considère qu'il faut en effet que la Chine soit très attentive à la situation du Tibet. Mais nous ne sommes pas favorables à ce qu'un pays comme la France puisse intervenir sur l'unité nationale du pays, la Chine, que ce soit à propos de Taïwan ou que ce soit à propos du Tibet. C'est très clair, votre choix pour vous, accompagner la politique d'ouverture de la Chine. Et donc c'était ne pas recevoir le Dalai Lama. Je pense que le président de la République s'est comporté en homme d'État et pas en président d'association. Et j'attends du chef de l'État de mon pays qu'il se comporte en homme d'État et pas en président d'association. Donc pas de réception, c'est votre jeu de jeu, pas de réception du Dalai Lama cet été. Je pense que le président de la République aura assumé. Vous m'avez demandé si on me demandait mon avis, mais ce que fera le président de la République sera bien. Je l'approuverai, je le soutiens. Je pense qu'il y a d'autres personnalités dans le gouvernement et ailleurs, suivant le programme du Dalai Lama. Ce sont des choses qui peuvent discuter. Je pense qu'il faut être attentif à accompagner la Chine dans une politique d'ouverture. Si on reçoit le Dalai Lama juste comme chef spirituel, c'est possible ça? On peut faire la différence? Ça s'est passé déjà dans le temps, donc c'est pas la première fois que le Dalai Lama vient en France. Et donc il n'a pas été à ce jour reçu en homme politique. Oui. Donc je veux dire, malgré cette réserve, il est déjà sous Chirac, il est allé à l'Élysée. Mais donc on peut, ça c'est le président de la République fera. Qui doit le recevoir alors cet été? Ça, vous le conseillerez vous-même au président de la République. Je ne suis pas dans l'exécutif. Il se trouve que je l'ai été, mais je ne le suis plus. Henri Vernet. Est-ce que ça illustre pas quand même un certain recul sur les droits de l'homme? Ce président, le candidat avait dit qu'il serait le président des droits de l'homme. Donc là, on voit l'affaire de la Chine. On voit, en effet, vous l'avez signalé vous-même, le sommet méditerranéen dimanche prochain, où, comme vous l'avez dit, il n'y aura pas que des démocrates. Loin de là, méfiez-vous de cette thématique-là. Alors, moi, j'ai vu les Chinois nous dire... C'est du slogan. Voilà, c'est un problème de philosophie politique. Qu'est-ce que pense la Chine? La Chine ne pense pas à l'idéologie en tant que telle. La Chine a une approche très pragmatique des choses. Ce qui compte dans ce que vous dites pour un Chinois, c'est ce que vous faites. Je ne parle pas que de la Chine, je parle aussi de Assad, je parle de Kadhafi. Je parle de la Chine, vous avez parlé de la Chine. Je veux dire vraiment, pour les Chinois, ce qui compte, c'est ce que vous faites. C'est pas ce que vous dites. Et le Chinois est pragmatique. Le Chinois, par exemple, l'œuvre d'art n'est pas cette conception artistique par un créateur, c'est le rocher qu'on va mettre dans un jardin que la nature a créé. C'est le pragmatisme, c'est la nature, c'est ça qui est dominant dans la culture chinoise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle des droits de l'homme en Occident, qu'est-ce que l'Occident a fait des droits de l'homme? Est-ce que l'Europe a toujours respecté les droits de l'homme en Afrique? De quel droit vous donnez-vous des leçons à la Chine sur les droits de l'homme? Vous qui, dans votre histoire, vous vous êtes comporté de telle ou telle manière? Faisons très attention aux leçons que nous donnons. Parce que nous n'avons pas des gens qui font... Nous, on considère que les droits de l'homme, c'est une lumière au-dessus de notre tête vers laquelle nous avançons. Parce que nous croyons à des formes de transcendance. Les Chinois ne croient pas à ces formes de philosophie. Les Chinois croient au pragmatisme, croient à la transformation et pas à la création. Et ce faisant, le Chinois dit, qu'est-ce que tu as fait, toi, France, des droits de l'homme? Es-tu placé, toi, France, dans toute ton histoire, pour donner la terre entière? Donc c'est le relativisme. Et donc, je pense qu'il faut avoir avec les Chinois, et il y a un certain nombre de philosophes qui sont sur ces sujets-là, qui connaissent des sinologues, et je pense qu'il faut respecter cette pensée. Donc je pense qu'on n'a pas, nous, à donner des leçons à la terre entière en matière de droits de l'homme, surtout quand on pense à un autre système de valeurs, qui est le système taoïste et le système... Mais la France peut quand même se glorifier d'être la patrie des droits de l'homme. C'est ce qu'a fait tout à fait récemment Nicolas Sarkozy à propos de la libération d'Ingrid Betancourt et des infirmières bulgares. Il l'a rappelé à ces deux occasions-là. Mais c'est pas pour ça il faut se comporter comme ça. Mais c'est pas pour ça qu'on doit donner des leçons à la terre entière. Je suis d'accord avec Nicolas Sarkozy. Vous ne mettrez pas en contre-pied avec lui. Je suis d'accord avec lui. Pas de repentance excessive, parce qu'on n'a pas à avoir de repentance excessive, et pas de leçons. Mais ça veut dire qu'on se bat tous les jours pour nos valeurs. Et si on va à Pékin, et on va à Pékin, on y va avec le drapeau de la République, liberté, égalité, fraternité, ce sont nos valeurs, c'est ça qu'il faut dire aux Chinois. Je voulais quand même vous amener, Monsieur le Premier ministre, sur des sujets avec lesquels vous êtes en désaccord avec le gouvernement, vous l'avez abordé vous-même d'ailleurs il y a quelques instants, et notamment donc cette loi de modernisation économique. Est-ce que vous estimez avoir gagné des points contre ceux que vous appelez les cow-boys de la grande distribution? Je pense que le Sénat a mis beaucoup de sagesse dans ce texte. Je pense qu'il y a eu un travail sérieux qui a été fait. Nous avions une commission spéciale, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et on a notamment sur l'urbanisme commercial 2 amendements. L'un qui est le schéma
de cohérence territoriale, qui permet aux élus de pouvoir définir les zones commerciales. Et je pense qu'il y a là une capacité de prospective et d'aménagement qui est utile pour localiser les structures commerciales. Et puis de l'autre côté, on a enfin, je crois que c'était très utile, c'est un apport de cette loi, fait la différence entre le monde urbain et le monde rurbain, le rural et l'urbain. Et c'est vrai que quand dans une ville de 30 000 habitants, dans une ville de 10 000 habitants, dans une ville de 500 000 habitants, vous n'avez pas les mêmes problèmes commerciaux. Et donc on a fait une limitation pour tous les territoires de moins de 20 000 habitants. Alors, et là, on couvre là, globalement, l'espace mi-rural, mi-urbain. Et on a fait cette loi des 1000 mètres carrés pour tout ce qui est la population urbaine de notre pays. Avec des pouvoirs renforcés pour les maires. Mais voilà, avec un territoire qui est relativement petit, mais avec une population qui est très grande. Et c'est donc cette logique-là que nous avons imposée dans la loi. Je pense que c'est une bonne avancée. On a vu les débats, effectivement, qui étaient très animés au Sénat, et vous vous êtes opposé avec Gérard Larcher. Est-ce que ça... Non, je ne me suis pas opposé avec Gérard Larcher. Ça dessine un combat éventuellement à venir pour la présidence du Sénat. Vous n'étiez pas tout à fait sur la même ligne, hein, quand même. Écoutez, on a voté de la même façon. L'amendement que j'ai proposé, la commission qu'il présidait, il l'a soutenu. Non, nous étions en accord, nous sommes en accord avec Gérard Larcher. Je vais vous dire, Gérard Larcher a été mon ministre, c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est quelqu'un de ma génération, c'est quelqu'un qui a des ambitions, qui sont légitimes. Nous verrons le moment venu comment tout ça s'organise. En tout cas, ce n'est pas pour moi un adversaire. Ce n'est pas quelqu'un que je considère ni comme un ennemi, c'est quelqu'un avec qui je travaille régulièrement. Et sur ce texte, il était le président de la commission spéciale, j'étais sénateur dans l'hémicycle, je suis intervenu souvent, nous avons beaucoup dialogué et ensemble, nous avons amélioré les textes du gouvernement. Il a son programme, lui, pour le Sénat et vous? Écoutez, moi, je ne suis pas candidat à ce jour. Le président du Sénat est en fonction aujourd'hui. Je ne souhaite pas fragiliser, notamment pendant le débat institutionnel. Donc, les élections sont en septembre. Nous verrons ça le moment venu. Je pense qu'il est passionnant d'inventer le Sénat du XXIe siècle. Il faut y travailler et on verra le moment venu qui portera le projet que nous aurons ensemble élaboré. Carlus. Justement, sur cette loi LME, initialement, dans les mesures, il devait y avoir beaucoup de choses sur le pouvoir d'achat, quand elle a été un petit peu pensée. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il manque en ce moment des mesures concrètes sur, par exemple, le prix de l'essence? Je pense que sur le prix de l'essence, en effet, c'est un sujet qui blesse un grand nombre de Français. Et notamment ceux dont je parlais tout à l'heure avec ces populations qui sont dans les villes de moins de 20 000 habitants, qui ont besoin de la voiture pour bouger et qui ont un mode de vie dans lequel la voiture est un indispensable outil de travail. Et donc je pense que ces gens-là sont très fragilisés par la situation d'essence. Et donc j'approuve tout à fait. Je crois que la seule solution et la bonne solution, c'est la solution européenne. C'est ce que propose Nicolas Sarkozy sur la TVA. Je pense que c'est difficile à faire accepter à l'Europe, mais je pense que l'Europe doit bien comprendre, après le non irlandais notamment, et après les non français néerlandais, qu'il faut quand même se décider à ce que l'Europe parle des sujets qui intéressent les Français. C'est très long, le temps que l'Europe le décide, l'accepte. C'est vrai, mais il faut vraiment passer par là. Et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy a inscrit ça au programme de sa présidence. C'est un sujet très important. Je vois que sur les questions de TVA, les choses commencent à bouger. Je pense que c'est là une perspective très utile. Il faut que l'Europe puisse parler de la vie quotidienne aux citoyens européens. C'est sans doute à force de parler de gouvernance, des pouvoirs du Conseil, des pouvoirs de la Commission, des pouvoirs du Parlement, de donner le sentiment que l'Europe s'interroge sur ses propres procédures et finalement s'éloigne des citoyens, que les gens finissent par répondre non quand ils sont interrogés. C'est possible d'arriver à un allègement de la fiscalité? Je pense qu'il y a plusieurs façons d'aboutir. Il y a l'allègement de la fiscalité, où il y a simplement l'affectation des produits de la fiscalité, une sorte de réserve financière qui serait redistribuée à ceux qui sont particulièrement pénalisés dans cette situation. Je pense que c'est très important d'aller dans ce sens-là. Mais je dois vous dire que la situation sur le plan économique international est très préoccupante. Et donc, je pense que pour le pouvoir d'achat, pour la croissance, le gouvernement de François Fillon me paraît très courageux, notamment quand je vois et j'entends ses discours sur la dépense publique et la maîtrise de la dépense publique, car je pense que nous sommes dans une situation internationale très difficile, avec une croissance ralentie, et donc avec des efforts de la France qui vont être des efforts encore plus difficiles, parce que c'est plus facile de faire des réformes et d'aider au pouvoir d'achat quand on est dans une période de croissance. Avec la suppression annoncée de 30 000 postes de fonctionnaires supplémentaires en 2009. Carole Barjon. Sur un autre sujet qui est celui des 35 heures, vous aviez mis en garde le gouvernement
dans le monde en disant que c'était ennuyeux d'être, pour le pouvoir, d'être durablement fâché avec un syndicat réformiste comme la CFDT par exemple. Aujourd'hui, maintenant que Nicolas Sarkozy a expliqué que, au fond, quand les syndicats, enfin quand il y avait des grèves, les Français ne s'en apercevaient pas, est-ce que vous pensez qu'on a fait des progrès dans le dialogue social ? Écoutez, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes, et il y a des choses qui sont des objets et des sujets de polémique. Ce qui me paraît important, par exemple, et c'est à la suite de mes déclarations et un certain nombre de discussions que nous avons eues à l'UMP, que le groupe parlementaire, sous l'impulsion de Jean-François Copé, ait reçu les syndicats. Et qu'avant de voter, de débattre de la loi sur les 35 heures, pour la première fois, les parlementaires ont eu une discussion approfondie avec les organisations syndicales des parlementaires de la majorité. Oui, mais ça n'a pas empêché que on n'a pas voté la position commune adoptée par le MEDEF, la CFDT que vous couvez, Jean-Pierre Raffarin, a dénoncé une loi idéologique sur les 35 heures. Que la CFDT ne soit pas d'accord avec cette loi, c'est clair. Moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'on discute, on parle, on écoute, et que l'on ne mette pas le dialogue social de côté. Et donc, quand je vois les parlementaires qui organisent le dialogue social, avant de voter, et quand je vois que d'ailleurs Jean-François Copé et François Chérèque ont pu ensemble définir un certain nombre de lignes directrices pour le débat parlementaire, c'est, je crois, très utile. Donc c'est ce que j'ai voulu dire et c'est ce que je crois très utile. Et très franchement, je pense que la position commune est une vraie révolution. Je comprends que ça fasse des tensions, mais on va suivre cette position commune de la CFDT, de la CGT et du MEDEF sur la représentativité syndicale. Oui, mais c'est toute la clé. C'est toute la clé parce que là, à partir du moment où la représentativité syndicale, il est clair que c'est le sujet principal parce que où est en France le principal blocage? C'est l'archaïsme syndical et donc c'est la dispersion syndicale et donc avoir notamment une organisation bipolaire avec un pôle protestataire et un pôle réformiste, je crois que c'est l'avenir du paysage syndical. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'on a pris le bon de la position commune. Il reste 3 minutes, Karl Méus, c'est une question après. Est-ce que justement sur les 35 heures, la loi vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous jugez que politiquement c'est très habile de supprimer les RTT pour les cadres qui sont quand même une partie importante de l'électorat de l'UMP? Et qui sont attachés au RTT, hein, les sondages le montrent. Et qui sont attachés mais je pense qu'il y a de toute façon un certain nombre de possibilités de cumuler et des jours du RTT et de les transformer en gains financiers. Donc de toute façon, il y aura des négociations entreprise par entreprise. Donc le sujet est ouvert, mais je dois dire, et là, je pense que je ne le pense pas, nous allons en discuter les uns et les autres, mais je dois dire que de toute façon, il faut être conscient de la situation économique mondiale aujourd'hui. Quand vous voyez que les richesses quittent l'Ouest à la vitesse où elles quittent pour aller vers l'Est, quand on voit aujourd'hui ce défi économique dont je n'ai pas la réponse personnellement, mais je comprends la Banque Centrale Européenne quand elle dit qu'il faut lutter contre l'inflation et qu'elle veut faire remonter les taux, car c'est en remontant les taux qu'on lutte contre l'inflation, mais en remontant les taux on fait baisser les bourses et on connaît des difficultés de l'autre côté. Et donc nous sommes dans une situation économique aujourd'hui très préoccupante, dans une sorte de tenaille qui donne aujourd'hui le sentiment que l'Europe ne pourra s'en sortir que par la création de richesses et certainement pas les RTT qui vont être la solution économique dans une compétition où l'Asie est le premier compétiteur. Et donc la valeur travail, il va falloir y revenir et plus la situation internationale est tendue, plus la valeur travail sera essentielle. Et je vous assure que la situation internationale a de quoi préoccuper aujourd'hui. Donc c'est pour tous travailler plus, toujours plus. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mesurer que la compétition du monde, elle est en train de se faire par le travail et les richesses sont en train de se déplacer à une vitesse considérable et les richesses vont là où les gens travaillent. Henri Vernet. Recevoir samedi à Paris et jusqu'au défilé du 14 juillet lundi Bachar el-Assad, le Syrien, à Paris. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Jacques Chirac, dont vous avez été le Premier ministre, n'assistera pas au défilé pour cette raison-là? Je comprends la position de Jacques Chirac, mais j'approuve la démarche de Nicolas Sarkozy. J'étais avec lui au Liban, avec un certain nombre d'autres responsables politiques. Je crois vraiment qu'il faut essayer de sortir de cette crise et peut-être essayer de voir dans quelle mesure, avec la Syrie, un dialogue peut s'engager, de voir quelles sont les capacités de mouvement de
de la Syrie, de voir où en est le dialogue entre Israël et la Syrie, de voir quelles sont les positions de la Syrie sur l'Iran. Il est clair aujourd'hui que l'Iran est particulièrement en situation préoccupante pour nous et naturellement pour Israël. Quand on a vu les troubles au Liban avec le Hezbollah à la frontière nord d'Israël, Israël s'est trouvé une sorte de tenaille là aussi avec le Hezbollah au nord, le Hamas au sud. Et donc il est clair que la menace que fait peser l'Iran sur Israël est une question majeure pour l'équilibre du monde. Et il est donc très important qu'on puisse discuter avec tous les partenaires, y compris avec la Syrie. Et si notamment la Syrie a une vision quelque peu différente de l'Iran, c'est une perspective qu'il faut tenter. Je sais que beaucoup de gens sont sceptiques. Je sais qu'il y a beaucoup de réserves sur cette politique, mais je vous le dis comme je le pense, la situation est tellement grave qu'il faut tout tenter pour la paix et j'approuve le projet d'union méditerranéenne pour... mais vous acceptez aussi la présence du président syrien à la fête de la liberté le 14 juillet? Écoutez, je ne crois pas qu'il était diplomatiquement intelligent d'inviter des gens le 13 et de pratiquer des exclusions. Si on veut faire vraiment l'union pour la Méditerranée... Tout le monde doit être là. Il est clair que vous ne pouvez pas pratiquer des exclusives. Et si vous pratiquez des exclusives autour de la Méditerranée... on revient à la question. Vous aurez beaucoup d'exclusives. Et donc si vous, naturellement, vous exigez un niveau de démocratie supérieur, il est clair que vous aurez peu de monde autour de la table. Il faut rassembler tout le monde. Quand la France veut rassembler, elle n'a pas à exclure. Jean-Pierre Raffarin, merci beaucoup et merci à tous. Bonsoir. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD? Rendez-vous sur www.publicsénat.fr.